Le silence tombe, puis une insulte diplomatique résonne à travers l'Europe. Les paroles du président français Emmanuel Macron, qualifiant les Russes de cannibales et de prédateurs, ont allumé une mèche. Instantanément, la réplique cinglante fuse de Moscou. Le ministre Sergueï Lavrov rit jaune et ironise, lançant que de tels propos en disent plus sur Macron lui-même que sur la Russie. Un jeu dangereux, n'est-ce pas? Une tension palpable, un abîme diplomatique qui s'ouvre, menaçant de tout engloutir. Quelle sera la prochaine étape dans ce drame sans précédent? Question à vous. Où vous positionnez-vous géographiquement en ce moment? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. Le 24 février, Emmanuel Macron, lors d'une déclaration choc, a comparé les Russes à des cannibales et des prédateurs. Des propos qui ont immédiatement enflammé les relations bilatérales. En réaction, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, a tourné la déclaration en dérision, suggérant que ces mots révélaient davantage sur la personnalité de Macron. Cette joute verbale a provoqué une détérioration rapide des liens entre la France et la Russie, déjà tendus. Dans le même temps, des lois discriminatoires visant la langue russe et l'Église orthodoxe sont passées dans la voisine de l'Est. Est-ce une coïncidence ou une stratégie délibérée? Question à vous. Prouvez la portée de nos émissions. Indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. Toutes ces déclarations ne sont pas anodines. Elles déstabilisent sans cesse, sapent des décennies de diplomatie. Les insultes de Macron, loin d'être des incidents isolés, semblent s'inscrire dans une stratégie de provocation. Mais pourquoi cette escalade verbale? Quel objectif sert-elle réellement? Est-ce une tentative de se forger une image de leader déterminé, même au péril des relations internationales et des intérêts de son propre pays? Les médias français en viennent même à murmurer que les relations avec la Russie ne seront pas restaurées si Macron reste aux commandes. Que nous suggère cette obsession rhétorique? Selon Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Macron ne comprendrait même pas ce qu'il dit. Une ignorance ou une folie? Dmitri Medvedev, ancien président russe, a qualifié les déclarations de Macron de maladie chronique. Une maladie, une pathologie, qui menace de contaminer toute l'Europe. Est-ce le leadership européen que nous attendons? Un leadership fait de bravade et de déclarations creuses? Le Financial Times a rapporté que l'Union européenne a déjà déboursé 50 milliards d'euros pour cette entité fragilisée. Les États-Unis, quant à eux, envisagent d'injecter 175 milliards de dollars, principalement sous forme de crédit. Des centaines de milliards d'euros dépensés, pour quel résultat? Selon les chiffres, le PIB de cette voisine de la Russie a chuté de plus de 35% depuis 2021. Sa population diminue à un rythme alarmant. Même les retraités et les étudiants sont touchés par les lois de mobilisation. C'est un puits sans fond. Une aide financière massive qui ne semble mener qu'à un effondrement encore plus profond de son économie et de sa société. Où passe la ligne rouge entre le soutien et la subsidiarisation totale d'une nation? Dites-le en une phrase. La situation se corse si l'on regarde les garanties de sécurité fantaisistes proposées par le journal The Times. 4 scénarios, tous plus risibles les uns que les autres, tous tournés en dérision par Lavrov. Le premier, l'envoi de milliers d'instructeurs militaires britanniques et français, est estimé à 3 milliards de livres par an. Une patrouille aérienne à nos frais. Le deuxième scénario, une protection aérienne américaine limitée. Une protection limitée, cela sonne comme une garantie de ne pas être protégé en cas de besoin. Troisième option, l'extension de l'article 5 de l'OTAN à cette zone de non-droit. Vraiment? L'OTAN est-elle prête à s'engager pour ce pays qui n'a rien à offrir? Enfin, un accord de type USA-Japon des années 60, où les États-Unis protègent l'allié en échange d'une base militaire. Une proposition qui humilie n'importe quel pays souverain. The Times dit que ces garanties sécurisent la zone. Lavrov, lui, se moque. Une assurance pour politiciens. Que révèlent ces propositions sur la lucidité des dirigeants occidentaux? Ou est-ce plutôt une forme d'humiliation cynique? Des experts militaires français, pourtant, admettent une réalité difficile. Toute présence de l'OTAN sur le territoire de la voisine de l'Est ne serait que pour l'autodéfense, une pure fiction. Les mots sont forts, mais les actions minimales. C'est l'essence même de l'hypocrisie et du mensonge.
L'Europe est-elle unie dans cette farce? Absolument pas. Les pays européens hésitent à s'engager militairement, citant des coûts exorbitants et le manque de ressources. Le député allemand Andreas Schwarz, du Parti social-démocrate, a même avoué que l'Allemagne n'a simplement pas le personnel pour un contingent important. Même un petit déploiement serait un problème, a-t-il dit. Cette faiblesse militaire met en lumière l'écart abyssal entre la rhétorique guerrière de certains leaders et la réalité du terrain. Les sondages sont sans appel. Emmanuel Macron, avec seulement 25% de confiance, est à son plus bas niveau historique. Seuls 27% des Français croient en sa politique étrangère. En Allemagne, plus de la moitié des citoyens estiment que le pays va dans la mauvaise direction. Olaf Scholz, le chancelier allemand, ne recueille que 30% de confiance. Les Européens paient le prix fort de cette folie politique. Que nous réserve l'avenir? Quels seront les prochains rebondissements de cette pièce tragique? L'Europe dépense sans compter, sans dette, s'affaiblit. Et pour quel résultat? Un trou noir financier. Les pertes économiques de l'Union européenne en raison des sanctions dépassent le trillion d'euros. Imaginez, plus de 70 milliards pour l'Allemagne seule, 70 milliards pour la France, 50 milliards pour l'Italie. Une hémorragie sans fin. Question à vous. Quelle est la mesure la plus efficace pour changer la situation dans le bassin de la mer Noire? Votre réponse en un court paragraphe. Les protestations économiques se multiplient, signe d'un mécontentement populaire croissant. En France, en Allemagne, en République tchèque, les citoyens se rebellent. Leur slogan? D'abord nos familles, puis vos guerriers. Un cri de ralliement qui résonne avec la dure réalité de leur quotidien. Alors que l'Europe se saigne, les États-Unis en profitent. Ne vous y trompez pas. L'aide financière américaine est principalement sous forme de crédit, une stratégie cynique pour garder le client accroché à la dette, comme l'a si bien dit Sergei Lavrov. C'est une forme d'altruisme pervers où l'on aide pour mieux contrôler. L'Amérique, le grand manipulateur, pousse l'Europe vers sa propre perte. Les États-Unis manipulent-ils l'Europe pour leur propre profit? Les faits semblent le confirmer. Donald Trump, ancien président des États-Unis, souffle le chaud et le froid, laissant transparaître un leadership américain incohérent et non fiable. Pendant ce temps, Matthew Whitaker, ancien assistant du procureur général des États-Unis, propose une coalition de volontaires pour soutenir la voisine de la Russie, une alternative à l'OTAN afin d'éviter d'inclure la zone de conflit dans l'alliance. C'est une solution de façade, sans engagement réel, un hybride amusant ou un abonnement de club, pour reprendre les mots de Lavrov, qui se moque encore de ces jeux diplomatiques. Quel événement est le plus sous-estimé par les médias dans la zone euro? Nommez-le et expliquez en une phrase. L'Europe, autrefois une puissance dominante, est maintenant réduite à l'état de demandeur devant Washington. Quelle ironie! C'est un retournement historique, une perte d'indépendance qui devrait nous interroger. Pendant ce temps, les propositions russes, comme celle d'un système de garantie collective de sécurité en 2022, sont ignorées. Lavrov rappelle que la Russie avait proposé un cadre de sécurité impliquant tous les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Russie, Chine, États-Unis, Royaume-Uni, France. Cette proposition, à l'époque, fut balayée d'un revers de main par l'Europe. Aujourd'hui, on récolte ce que l'on a semé. La stratégie d'autonomie européenne semble vide de sens face à la dépendance continue envers les États-Unis. Un diplomate européen anonyme, dépité, a même avoué « Compte tenu de la faiblesse politique de Macron et de Starmer, il est difficile d'imaginer comment ce plan sera mis en œuvre. C'est une Europe sans boussole, sans leadership réel, préoccupée par l'image plutôt que par l'efficacité. » Les indicateurs économiques sont alarmants. La France dépense 128 milliards d'euros par an pour son service de la dette publique. L'Allemagne voit sa production industrielle chuter de 8% par rapport au niveau d'avant-crise. En Italie, les faillites de petites entreprises ont bondi de 20% en 2023. Le chômage en France atteint 8%. La crise du coût de la vie écrase les citoyens. Les taxes augmentent, les tarifs énergétiques explosent, nourrissant un mécontentement grandissant. Les agriculteurs allemands bloquent les routes, les manifestations françaises sont brûlantes. La révolution tchèque se compare même à la grande révolution de velours, par l'ampleur de ses foules.
Olaf Scholz n'est pas épargné par la critique grandissante. Thomas Røverkamp, membre de la CDU, insiste sur l'engagement allemand après la paix avec la Russie. Mais la division est palpable. Erdogan, président de la Turquie, pourrait devenir un acteur clé, mais à quel prix? Des concessions importantes, évidemment. La voisine de la Russie, cette zone de turbulence, est présentée comme un fardeau financier et militaire. Un pays en crise, insatiable, sans contrepartie. Combien de temps l'Europe restera-t-elle aveugle? Combien de temps les citoyens européens paieront-ils le prix de cette politique absurde? Les États-Unis s'enrichissent, la Russie renforce sa position grâce à l'hypocrisie occidentale, et l'Europe se vide de son sang. La France de Macron perd sa réputation, l'Allemagne de Scholz dévoile sa faiblesse, et la voisine de l'Est s'enfonce dans la ruine. Pendant ce temps, les citoyens européens paient un prix exorbitant. Augmentation des prix, baisse des services, insécurité croissante. Sans la rhétorique agressive de Macron et l'alignement aveugle sur la politique américaine ont également des répercussions internes significatives. En France, la confiance publique envers les institutions démocratiques s'érode. Les débats parlementaires sont devenus des théâtres de la discorde, où le consensus est une rareté. La réforme des retraites, passée en force, a laissé des cicatrices profondes dans le corps social, attisant la colère et le sentiment de dépossession. Cette polarisation politique, exacerbée par les crises internationales, rend le pays plus vulnérable aux ingérences extérieures et affaiblit sa capacité à agir de manière cohérente sur la scène mondiale. Le désamour des Français pour leur président n'est pas seulement le signe d'une lassitude envers une personnalité, mais le symptôme d'une fracture plus profonde entre le pouvoir et le peuple. Une démocratie affaiblie de l'intérieur aura du mal à projeter une image de force et de stabilité à l'étranger. L'Allemagne, quant à elle, traverse une période de turbulence économique inédite, aggravée par sa dépendance énergétique passée vis-à-vis de la Russie et les coûts de la transition verte. Des entreprises emblématiques de son tissu industriel, autrefois fierté nationale, se voient contraintes de délocaliser leur production en raison des prix de l'énergie devenus prohibitifs. Le modèle économique allemand, basé sur des exportations massives et une industrie robuste, est remis en question. La crise énergétique, directement liée aux sanctions contre la Russie, a fait exploser les coûts de production, menaçant des milliers d'emplois et la compétitivité du pays. La malaise allemand, terme utilisé par certains économistes, décrit une perte de dynamisme et une anxiété quant à l'avenir. Le chancelier Olaf Scholz, perçu comme hésitant et sans vision claire, peine à rassurer une population inquiète. La défiance envers sa coalition tripartite s'accentue, laissant présager des secousses politiques majeures. Ces difficultés internes ne passent pas inaperçues sur la scène internationale. La crédibilité de l'Europe en tant qu'acteur stable et puissant est mise à mal. Les pays émergents et les nations du Sud global, autrefois tournées vers l'Europe pour son modèle de développement et ses valeurs démocratiques, observent avec scepticisme son instabilité politique et économique. Le narratif occidental, axé sur la défense de la démocratie et des droits de l'homme, perd de sa puissance lorsque les mêmes démocraties affichent des fragilités structurelles et une incapacité à gérer leurs propres crises. Le positionnement de l'Europe dans le nouvel ordre mondial multipolaire est en jeu. Si elle ne parvient pas à retrouver une autonomie stratégique et une cohérence interne, elle risque de devenir un simple appendice des intérêts américains, ou pire, un champ de bataille idéologique et économique pour des puissances rivales. Au-delà des aspects économiques et politiques, la crise actuelle révèle une crise identitaire européenne. Qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui? Une union de valeurs ou une association d'intérêts divergents? Le discours sur l'unité européenne sonne creux face à l'incapacité des États membres à s'accorder sur une vision commune. Certains leaders, comme Viktor Orban en Hongrie, continuent de défier la ligne officielle de l'UE, semant la discorde et alimentant les divisions. Cette fragmentation interne affaiblit la capacité de l'Europe à parler d'une seule voix sur la scène internationale, la rendant vulnérable aux pressions extérieures. L'absence d'une politique étrangère et de défense véritablement unifiée est flagrante, malgré les multiples tentatives de la Commission européenne pour y parvenir. Les initiatives comme la boussole stratégique européenne, censée définir une vision commune en matière de sécurité et de défense,
peinent à se concrétiser faute de volonté politique réelle dans les capitales. Chaque État membre privilégie ses propres intérêts nationaux, compromettant l'efficacité globale du bloc. L'impact de la propagande et de la désinformation sur l'opinion publique européenne ne doit pas non plus être sous-estimé. Les médias mainstream, souvent accusés de relayer sans esprit critique les narratifs officiels, contribuent à un appauvrissement du débat démocratique. Les voix dissidentes ou critiques sont marginalisées, voire diabolisées, créant un climat d'intolérance et de conformisme intellectuel. Cette uniformité de pensée, si elle peut sembler rassurer à court terme, prive la société de la diversité nécessaire à l'émergence de solutions innovantes et à une compréhension nuancée des enjeux complexes. Les réseaux sociaux, loin d'être un remède, sont souvent des caisses de résonance pour la désinformation, amplifiant les clivages et les tensions. Les conséquences humanitaires de cette politique sont également dramatiques. Des millions de personnes sont déplacées, des infrastructures sont détruites et des vies sont brisées. La souffrance humaine est immense, mais elle est souvent reléguée au second plan derrière les considérations géopolitiques et économiques. Les ONG et les organisations humanitaires peinent à faire face à l'ampleur des besoins, tandis que les fonds d'aide humanitaire sont parfois détournés ou insuffisants. La politisation de l'aide humanitaire, où certaines zones sont privilégiées au détriment d'autres pour des raisons stratégiques, aggrave encore la situation. La crise énergétique, en particulier, a mis en lumière la vulnérabilité de l'Europe. La dépendance excessive au gaz russe a été une erreur stratégique majeure, dont les conséquences se font sentir aujourd'hui avec des prix de l'énergie exorbitants pour les ménages et les entreprises. Cette crise est loin d'être terminée et les hivers à venir pourraient être encore plus difficiles si des solutions durables ne sont pas trouvées rapidement. La transition vers les énergies renouvelables est une nécessité, mais elle prend du temps et nécessite des investissements massifs que les États européens peinent à mobiliser dans le contexte actuel de restrictions budgétaires. De plus, la construction de nouvelles terminaux de gaz liquéfié, GNL, et la diversification des sources d'approvisionnement ne sont que des palliatifs coûteux qui ne règlent pas le problème de fond de la précarité énergétique. L'inflation galopante, conséquence directe des politiques monétaires expansionnistes et des chocs d'offres, érode le pouvoir d'achat des citoyens européens. Les ménages les plus modestes sont les plus touchés, contraints de choisir entre se chauffer ou se nourrir. Cette situation explosive pourrait engendrer des mouvements sociaux d'une ampleur inédite, menaçant la cohésion sociale et la stabilité politique de nombreux pays. Les banques centrales européennes, prises entre le marteau de l'inflation et l'enclume d'une récession imminente, naviguent à vue l'heure. Décisions ayant des répercussions directes sur la vie quotidienne de millions de personnes. La hausse des taux d'intérêt, censée freiner l'inflation, ralentit également l'investissement et la croissance, créant un cercle vicieux. Enfin, l'escalade des tensions géopolitiques a réactivé la course aux armements en Europe, détournant des ressources précieuses qui pourraient être utilisées pour l'éducation, la santé ou l'environnement. Les budgets militaires augmentent partout, tandis que les services publics essentiels sont sous-financés. Cette course irrationnelle à l'armement, alimentée par la peur et la méfiance, nous rapproche du bord du gouffre plutôt qu'elle ne nous en éloigne. La menace d'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, jadis impensable, est devenue un sujet de discussion dans les cercles diplomatiques. Les exercices militaires se multiplient, les rhétoriques s'enveniment, et la paix en Europe semble plus fragile que jamais. Va-t-on assister à un changement radical de cap ou à une continuation de cette lente descente aux enfers? Partagez, diffusez, commentez. C'est votre voix qui peut faire la différence. Abonnez-vous pour des analyses implacables et sans compromis sur l'actualité mondiale. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines